Donc, dernière intervention, celle de David Laurent, Entreprise pour l'environnement, donc qui est responsable du pôle climat et ressources de l'association. Ça me plaît, ça. Ça, c'est excellent. Bonjour. Peut-être avant de commencer, un mot sur EPE, pour Entreprise pour l'environnement. Donc EPE, c'est une association de grandes entreprises françaises. Si vous allez voir sur notre site, vous retrouverez, grosso modo, il y a la moitié des entreprises du CAC 40 qui sont chez EPE. Et une association de transsectorielle, c'est-à-dire qu'on trouve autant les acteurs du monde de l'énergie que de la mobilité, que de la finance. Et l'intérêt de cette association, c'est de faire travailler ces entreprises ensemble, de les faire réfléchir ensemble et d'alimenter une réflexion sur les sujets émergents dans le domaine de l'environnement. Donc, c'est-à-dire les choses qui ont trait au changement climatique, à la biodiversité, à la gestion des ressources naturelles. Et dans le but, in fine, d'intégrer ça dans leur stratégie RSE et leur stratégie business. Est-ce que c'est moi qui lance ma présentation ou pas? Oui. Là, je ne l'ai pas. Bon. Alors, je vais la chercher. Où est-ce qu'elle est? Pam, pam. Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à fermer. Attends, c'est ça. On n'arrive pas à fermer. On n'a pas la main. Ouais, je vois ça. Ici autrement. Elle est rapide cette souris. Ah. Il faudra enlever ça. Ouais. Voilà, c'était à cause de ça. C'était caché. Ouais. Bon, je vais continuer en attendant. Donc, dans le cadre des réflexions qu'on a eues chez EPE, du coup, on m'a demandé de venir ici pour apporter aujourd'hui une perspective d'entreprise sur ces réflexions qu'il peut y avoir d'un point de vue des acteurs économiques sur qu'est-ce que c'est les trajectoires bas carbone, qu'est-ce que c'est une société de neutre en carbone. Parfait. Tac. Hop. Voilà. Et donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous des éléments voilà, sur une perspective d'acteurs économiques, en particulier en me reposant sur une étude qu'on a sortie en mai dernier qui s'appelle ZEN 2050, Imaginer et construire une France neutre en carbone. Donc je vous dis ça parce que si vous voulez aller, là en 10 minutes, mon temps va être limité, donc si vous voulez creuser, soit vous pouvez venir me voir à la fin, soit vous pouvez aller regarder l'étude complète sur notre site internet. Donc, juste pour commencer, je voulais juste revenir sur le concept de neutralité carbone. Donc, sur ses origines, je pense qu'on l'a bien déjà discuté aujourd'hui. C'est un terme qui est existant dans l'accord de Paris, qui se retrouve ensuite, qui se traduit par une limitation des gaz à effet du réchauffement à 1,5 et qui, dans le cadre de la stratégie française, a été fixé comme un objectif à atteindre d'ici 2050. Quand on regarde neutralité carbone, donc le premier point à avoir en tête, c'est que c'est un équilibre. C'est un équilibre entre d'une part des émissions et d'une part des absorptions. Donc les émissions, de façon assez classique, elles viennent des différents secteurs de notre économie, de ces différentes activités humaines, donc qui sont bien sûr, on va retrouver en France et un peu comme partout ailleurs, la mobilité, le bâtiment, l'agriculture, l'industrie, dans les principaux pest émetteurs. Et on parle de neutralité carbone, mais bien sûr, on a d'autres gaz à effet de serre qui jouent, donc typiquement le CH4 dans l'agriculture ou le protoxyde d'azote, donc qui sont liés à la fabrication et l'utilisation d'engrais dans les champs.
Et en face de ça, on a l'absorption. Donc les absorptions, c'est ce qui va permettre justement d'équilibrer et d'atteindre cette neutralité climatique. Et là, je dirais, en France, on a, paradoxalement, on a de la chance, parce que sur les 3 puits qui existent, on peut encore les développer fortement. Le premier puits, c'est le puits forestier, c'est-à-dire un végétal, lorsqu'il pousse, en fait, nous, on a des os, les végétaux, ils ont de la cellulose. Et la cellulose, c'est des polymères de carbone. Donc, et ce carbone, il est capté de l'atmosphère et stocké dans les plantes. Donc une plante, et plus généralement un écosystème, lorsqu'il croît, capte du carbone. Et la chance qu'on a en France, c'est qu'on a encore des forêts jeunes, donc des forêts qui vont grandir en volume, et donc qui vont avoir un potentiel de captage de la biomasse. Le deuxième puits, c'est celui des sols. Et là encore, en France, on a un potentiel fort de stockage. Là, par contre, c'est pour une mauvaise raison. C'est parce que au niveau des pratiques agricoles, dans les derniers temps, nous avons eu tendance à appauvrir le contenu carbone des sols. Donc, le contenu carbone des sols, c'est ce que vous voyez, c'est l'humus, donc la partie noire des sols, donc qui sont les résidus de matière organique. Et en France, on a un potentiel fort de séquestration et d'augmentation du contenu carbone des sols. Et le troisième puits, qui peut être mobilisé à des niveaux moins importants, mais qui sera dans le futur. Donc c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec le BECCS. Donc c'est la capture et le stockage de carbone. Donc là, on n'a plus affaire à des solutions naturelles, mais à des solutions industrielles. Donc voilà pour je dirais la description générale de la neutralité carbone. Ensuite, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que des entreprises en sont venues à se poser cette question de la neutralité carbone, et surtout la neutralité carbone d'un territoire. C'est-à-dire la question qui s'est posée quand la France a adopté son plan climat en 2050, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour le fonctionnement de la société ? Qu'est-ce que ça veut dire pour le fonctionnement de l'économie? Qu'est-ce que ça veut dire pour les différents secteurs en termes de ce que parlait tout à l'heure Christian, d'efforts et de répartition de l'effort, c'est-à-dire quel secteur va être autorisé à émettre quoi et selon quels critères. Donc c'est un peu ces questions que les entreprises se sont posées dès 2015 et qui s'est concrétisée en 2017. Et c'est pas une démarche habituelle pour les entreprises, parce que ça impose d'une part de faire de la prospective à 30 ans. Alors typiquement, les horizons financiers dans les entreprises, ça va entre 2 et 8 ans. Dans certaines boîtes, quand on regarde sur des investissements de long terme dans des infrastructures ou dans des usines, on va aller à 10-15 ans, et il n'y a qu'à certains cas exceptionnels où on va aller voir plus loin. Et d'autre part, dans les exercices, une autre limitation qu'on voit couramment, c'est que ces exercices-là, ça peut être des exercices ou limités au niveau de l'entreprise ou limités au niveau d'un secteur. Donc l'originalité de la démarche qu'on a eue, c'est d'une part d'avoir cette longue échelle de temps, et d'autre part d'avoir un fonctionnement transverse à l'économie, et donc en faisant dialoguer des entreprises entre elles qui n'avaient pas forcément l'habitude de le faire, ni de comprendre les limitations et les solutions que les autres secteurs pouvaient avoir. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on s'y est pris de façon pratique? Je pense que c'est intéressant d'avoir cet éclairage, parce qu'en fait, on se rend compte que, et là je saute un peu sur une conclusion, c'est que même si on part sur des sujets de réflexion qui ont comme point de départ le carbone, très vite, on se rend compte qu'on n'est plus en train de réfléchir de carbone ou de climat, on est en train de parler de projets de société. Et donc, avoir une approche je dirais restrictive sur ces sujets-là, c'est extrêmement dangereux, que ce soit en termes de secteur économique ou en termes de perspective. Donc, on a essayé dans notre démarche de conjuguer différentes approches et différents points de vue. Donc, les approches, comme on a dit ce matin, en fait, on s'est basé sur des scénarios de modèles intégrés, donc des scénarios macroéconomiques, mais qu'on a également enrichi avec une démarche de prospective sociologique, qui sont des choses qui étaient un petit peu, même complètement innovants. Mais je ne vais pas en dire beaucoup plus, puisque ça sera le sujet de la table ronde suivante.
Également, de mixer les points de vue des experts, parce qu'on se rend compte qu'en fait, personne n'est capable individuellement d'adresser avec une extrême précision les différents enjeux. C'est pour ça qu'on a travaillé avec des économistes, on a travaillé avec Solagro pour les aspects liés à l'agriculture, à la biomasse, et également avec des économistes. On se rend compte aussi, sur cet aspect sociétal, il y a des aspects de comportement et d'équilibre sociaux dans la société française. Pour ce faire, on a eu beaucoup de dialogues avec des parties prenantes très variées, que ce soit des scientifiques, des ONG, pour comprendre à chaque fois les marges de manœuvre de chacun, de comment des solutions pouvaient être perçues et acceptées, et surtout pour commencer à construire un espèce de consensus, en tout cas une vision partagée entre acteurs sur ces solutions. Le point d'orgue de cette je dirais, démarche étant l'établissement d'un panel de citoyens, donc ce qui pourrait être une mini convention citoyenne, donc comme celle que Jean Jouzel a fait allusion ce matin, mais là réalisée à petite échelle. Donc sans plus attendre, sur quels résultats on est abouti à la fin. Il y en a plusieurs, mais le premier, je veux dire, qui était le plus rassurant, c'est que oui, on pouvait atteindre une neutralité carbone avec les technologies qui existent aujourd'hui, avec une croissance économique et en conservant des modes de vie attractifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des scénarios de décroissance ou de brimage collectif ou pour reprendre une expression, de retour à la hutte et à la bougie. C'est le premier point. Un deuxième point qui est intéressant, c'est de comprendre que, c'est le titre de la planche, que c'est une transformation sans précédent. Et ça, la façon la plus explicite pour s'en rendre compte, c'est de comparer ce qu'on a fait dans les 25 dernières années par rapport à ce qui nous attend jusqu'à 2050. Et on se rend compte que sur les 25 dernières années, on a réduit chaque année, donc en incrémental, nos émissions de 0,5%. C'est-à-dire chaque année, 0,5% en moins. Et là, d'ici 2050, on parle de 4,5% par an. C'est-à-dire que chaque année, on réduit de 4,5%. Donc c'est énorme. Et par exemple, pour ceux qui ont des expériences opérationnelles, typiquement, ce qui se passe, par exemple, si on prend des exemples d'amélioration énergétique sur des sites, des choses qui se font d'ordre classique, c'est 1,5 à 2% par an, c'est déjà très bien. Là, on parle de 4,5%. Donc c'est énorme. Et là, pour reprendre ce que disaient encore les présentations précédentes, on n'est plus dans des fonctionnements, dans des transformations incrémentales, on est vraiment dans des changements de modèle très forts. Et le troisième point, là encore, c'est intéressant, puisqu'en fait, presque tout a été dit. J'ai mon petit chrono. Tout a été dit précédemment. C'est la répartition de l'effort. Et là, on voit bien, on le voit sur les différentes couleurs de ce graphe, c'est qu'en fait, tous les secteurs sont mobilisés. Il n'y a pas de secteurs qui sont plus ou moins épargnés. C'est qu'il y a besoin d'une mobilisation massive de tout le monde si on veut arriver à cet objectif. Avec, bien sûr, ensuite des particularités à prendre en compte. Et le dernier point, c'est la partie absorption, donc ce que vous voyez en dessous de l'axe horizontal. Et ça répond à cette question de la neutralité carbone. Finalement, on ne fait pas d'effort parce que on n'a pas besoin de réduire, on va absorber. Mais on se rend compte que non, parce qu'en fait, le potentiel d'absorption, il est extrêmement limité. Il est limité spatialement, il est limité temporellement. Et que développer cette absorption, c'est un challenge déjà gigantesque. Donc pour illustrer un peu ces changements-là, on a indiqué quelques chiffres, certains qu'on va retrouver d'ailleurs par rapport à ce qui a été discuté précédemment, encore une fois. Donc évidemment des changements forts, donc mobilité, moins 90% d'émissions. Sur l'énergie, moins 50% de consommation finale d'énergie. Donc de l'autre côté de la courbe, le puits carbone, donc il faut multiplier par 2 ce qu'on fait actuellement. Sur le bâtiment, 16 millions, ça veut dire, en gros, c'est 500 000 rénovations par an. Aujourd'hui, on est à 200 000 à peu près, donc on est bien en retard.
l'artificialisation des sols, quelque chose qui a été évoqué, mais je pense que c'est quelque chose qui est clé et qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir en tête. C'est quelque chose sur lequel qui va être, je dirais, c'est un peu la clé de voûte du système, puisqu'en fait, les sols, ça sert à tout. C'est d'une part, d'un point de vue stockage de carbone, on l'a vu, c'est extrêmement important, mais également, c'est un substrat pour la production de biomasse qui vont servir par les autres secteurs en substitution des énergies fossiles. Mais aussi, ça pose la question de l'aménagement du territoire. À savoir, ça pose la question de l'étalement urbain. Donc les chiffres qu'on a en tête, c'est tous les 10 ans en France, on a artificialisé un département. Donc ça veut dire qu'on s'étale de plus en plus. Donc on a des consommations de déplacements qui sont de plus en plus fortes. On a également des problèmes d'accessibilité aux services, au travail, aux loisirs. Et donc on se rend bien compte, et également il y a des impacts ensuite sur la biodiversité et même d'autres choses, que ce soit sur l'accès aux loisirs ou des choses comme ça. Donc que cet aspect aménagement du territoire, artificialisation des sols, c'est vraiment quelque chose de clé. Et là en particulier, je sais qu'il y a beaucoup de représentants des collectivités dans la salle, et que c'est vraiment quelque chose de très important dans cette dynamique de neutralité carbone, et bien là au-delà. Bon, je vais accélérer quand même un petit peu. Un point que je voulais évoquer, c'est cet aspect sociologique qui a été intégré dans notre étude. Et on l'a intégré de deux façons. D'une part, de façon quantitative, c'est-à-dire en soumettant tous nos leviers à un test de cohérence par rapport à une faisabilité sociologique. Et ensuite également du qualitatif. Donc là, j'ai entendu des petits rires, des petits sourires. La première réaction des gens quand ils voient cette planche, c'est d'essayer de voir où est-ce que je suis. Voilà. Et l'intérêt en fait d'avoir cette démarche, c'est d'une part, ça permet de montrer qu'il y a une diversité de modes de vie même dans une France neutre en carbone. Dans l'étude, on a traduit ces différents portraits, donc qui sont illustratifs et pas représentatifs, je dis bien illustratifs de mode de vie des Français, par différents récits de comment est-ce que des gens vivent. Et on se rend compte que oui, il y a plein de choses différentes qui sont possibles, et que c'est pas brutal par rapport à ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme désirable. On vit toujours bien. La deuxième chose, c'est qu'il y a une diversité de modes de vie, et que cette diversité, ça montre qu'il y a différentes possibilités d'évolution, et que chacun pourra se retrouver dans une société neutre en carbone. Et enfin, ça tient également en compte de l'aspect continuum, puisque évidemment, on n'a pas, faut pas caricaturer de résumer les Français en 9 profils. On voit bien que les gens peuvent se retrouver à l'intersection de n'importe lequel de ces profils illustratifs. Je vais prendre deux minutes et deux planches pour conclure. La première conclusion qu'on voudrait mettre en avant, c'est qu'on voit que ce changement il est massif, et que ce changement il est massif, et ce qui implique derrière, c'est que aucun acteur ne peut faire tout seul cette transformation. Donc du coup il y a un besoin d'action, et ces actions, il y a des synergies entre elles évidemment, et que ces actions elles sont différentes par type d'acteurs. Les acteurs ils sont différents, donc ils ont des rôles et des responsabilités qui sont différentes. Si je focalise, ou je prends un exemple sur les acteurs économiques, donc les entreprises, ce qu'on attend d'elles, c'est qu'elles développent des solutions, des produits et des services bas carbone qui sont compatibles avec une trajectoire de neutralité carbone, qu'elles investissent dans leurs outils de production, qu'elles accompagnent également les transitions professionnelles et de territoire dans lesquelles elles opèrent. Et également, on a mis le point du marketing responsable. Là, je pense que c'est un point intéressant. C'est-à-dire, dans les produits qu'on va proposer, dans les produits dont on va faire de la publicité, il y a cette notion de compatibilité avec des trajectoires bas carbone. Et là, on fait le pont avec ce qu'on appelle le pôle citoyen, consommateur, usager, individu, où là, on retrouve à la fois un besoin effectivement d'évolution des comportements et d'adoption de modes de vie durables, que ça soit sur le logement, sur l'alimentation, sur la mobilité, mais également ce besoin, il ne peut pas se faire sans la mise à disposition par les entreprises de produits et de solutions bas carbone, mais également d'aide, je dirais, à l'évolution de ce qu'on se considère comme un mode de consommation souhaitable. Donc on voit bien
les synergies entre ces différentes actions. Et je dirais même au-delà de la synergie, il y a également de la dépendance. Et pour conclure, un des enjeux des scénarios de prospective quand on regarde à 30 ans, c'est qu'est-ce qu'on en fait tout de suite? Comment est-ce que ça alimente la prise de décision court terme? Et là, je vais me permettre de faire un peu une méta-analyse de ce qui a été tout dit depuis ce matin. On se rend compte dans les scénarios, donc que ce soit la stratégie nationale bas carbone, le scénario de Nikawatt, ou même si on prend en compte les projets actuellement de stratégie long terme de l'Union européenne, c'est à 70-80% ça converge. Donc ensuite, évidemment, il y a des variables d'ajustement, il y a des choses où on peut discuter, où il y a différentes solutions, mais grosso modo, on sait où on doit aller et on sait comment on doit y aller. Ensuite, il y a évidemment la discussion sur l'implémentation, et donc c'est vraiment sur ça maintenant qu'il faut travailler, c'est comment est-ce qu'on transforme sur qu'est-ce qu'il faut faire, la question elle est plus là. Et donc pour actionner voilà, des choses, ces leviers à très court terme, on avait identifié 14 propositions et sur lesquelles on continue à travailler. Et la première de laquelle on l'a regroupée sous le terme l'intégration du climat dans l'inconscient collectif. Et nous, ça nous paraît quelque chose de clé aujourd'hui parce qu'en fait, même si aujourd'hui dans la salle, voilà, il n'y a que des gens intéressés sur ces thématiques, au niveau sociétal, en France et même dans le monde, il n'y a pas encore de consensus. Il n'y a pas de consensus sur la façon d'y aller. Si on prend l'exemple, je pense dans les collectivités, si vous voulez, un exemple que j'avais eu et qu'on peut citer, c'est par exemple, on va rajeunir la population des centres-villes. Donc tout le monde va être OK. Et ensuite, la question, c'est une fois que tout le monde est OK là-dessus, c'est quoi les mesures qu'on met en place. Donc les mesures qu'on met en place, ça veut dire comment est-ce qu'on attire des personnes, comment est-ce qu'on les retient, comment est-ce qu'on va inciter. Et là, tout de suite, ça va poser des questions de confort personnel de certaines catégories de population, d'investissement financier. Et c'est là qu'on a les vraies questions posent. Et aujourd'hui, on peut constater que ces conditions-là ne sont pas là. Donc il y a encore besoin de travailler très fort sur cette cohérence globale et sur ce consensus sur qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je ne vais pas forcément aller dans les détails, mais un point sur lequel je voudrais insister, parce qu'il a été, je dirais, peut-être sous-estimé dans les années précédentes, et que là, il est remis en évidence par ces approches de neutralité carbone, c'est le triptyque forêt, agriculture, alimentation, qui devient quelque chose de clé, parce qu'on se rend compte que c'est à la base de tout. C'est à la base des solutions pour les autres secteurs, c'est à la base de l'absorption, c'est à la base de l'alimentation humaine qui en fait est même un pourvoyeur de services pour d'autres secteurs économiques et qui ensuite va dimensionner les possibilités des autres secteurs et de la société à s'adapter au changement climatique. Et enfin, une conclusion sur comment est-ce que les entreprises se sont servies de cette étude, puisque c'était quand même le but initial. Donc, il y a deux conclusions. La première, ça a été une appropriation collective. Et ça, je pense que c'est très important, c'est que c'est des sujets complexes, multidimensionnels, et qu'il y a besoin d'un échange entre acteurs et d'investissement, que ce soit en termes humains et de temps, sur comprendre la complexité et les articulations de ces différents sujets. Et le deuxième temps, c'est le besoin d'actions coopératives et collaboratives entre acteurs, puisqu'on se rend bien compte que chacun a des marges de manœuvre limitées et que les changements importants et les transformations ne peuvent se faire que avec des mouvements collectifs par rapport vers cette neutralité carbone. Voilà. Et je m'arrêterai ici.